Et l'invité ce matin, Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors beaucoup de sujets, je le disais dans l'actualité, le plafonnement des prix des carburants annoncé par Total Énergie hier, le panier anti-inflation du gouvernement qui patine, mais aussi la réforme des retraites et cette fameuse date du 7 mars. On va évoquer tout ça dans un instant, mais d'abord cette enseignante poignardée donc à mort par un élève de seconde à Saint-Jean-de-Luz dans le lycée catholique de Saint-Thomas-d'Aquin. L'adolescent qui est toujours en garde à vue, une enquête a été ouverte pour assassinat. Quelle est votre première réaction vis-à-vis de ce drame, Thomas Porte? Beaucoup d'émotions, le choc et l'effroi hier quand, comme toutes celles et ceux qui suivent l'actualité, j'ai appris le décès de l'enseignante. Donc c'est beaucoup d'émotions et mes pensées vont évidemment à la fois à ses proches, à la communauté éducative qui est frappée. C'est vraiment un moment difficile. Voilà, c'est un moment d'émotion, de recueillement qui glace quelque part quand on voit ce qui s'est passé hier. Quand vous avez vu les réactions très rapidement de certains nombres d'élus à droite qui ont parlé d'ensauvagement de la société, comment vous avez réagi? Ça vous a choqué? C'est un sentiment que vous ne partagez pas? Non, c'est un sentiment que je partage pas et je crois que dans ces moments, il faut aussi faire la part entre la réaction politique, le deuil et le moment d'émotion qui a frappé le pays. Je crois que la bonne réaction, c'était celle qu'ont eu de nombreux élus politiques, d'ailleurs, quel que soit le bord, de dire que voilà, ils apportaient leur soutien aux proches et à la communauté éducative et qu'ils étaient dans la douleur et qui partageaient l'émotion qui a frappé tout le pays hier. Dernière question à sujet pour les auditeurs qui écoutaient le journal de Sud Radio à 8h, ce reportage assez édifiant à Marseille de notre journaliste Lionel Maillet avec ce jeune de 13 ans qui se vantait d'avoir frappé son professeur, des jeunes qui disaient par ailleurs qu'ils amenaient des armes à l'école. Ça dit quand même beaucoup du sentiment qu'il y a d'insécurité potentielle à l'école. C'est plus un sanctuaire? Écoutez, notre société est une société qui est de plus en plus violente, c'est une réalité, quel que soit le secteur et pas simplement l'école. Et je crois qu'effectivement, il faut réfléchir à refaire de l'école un sanctuaire, à refaire. Écoutez, j'ai pas les clés, j'ai pas la réponse ici, mais il faut aussi se garder de faire des analyses à chaud sur des faits qui sont isolés. Et j'écoutais ce matin différents reportages où on dit aussi que ce type d'acte extrêmement grave n'est pas monnaie courante dans l'éducation nationale et que c'est extrêmement rarissime. Et tant mieux sur les dernières années. Et il faut retravailler sur plus de moyens à l'éducation nationale, plus d'enseignants, une école publique avec plus de moyens, pour recréer du lien et sortir parfois de ces cas comme on a connu hier qui sont extrêmement graves et qui sont douloureux et qui doivent être évités et qui ne doivent plus se reproduire. L'actualité, Thomas Porte, c'est aussi Total Énergie qui annonce donc le plafonnement du litre d'essence et de diesel à 1,99 € jusqu'à la fin de l'année, à partir de samedi sur les autoroutes, du 1er mars partout ailleurs. C'est un petit geste qu'il faut saluer ou c'est tout simplement indécent, ridicule? C'est indécent. Total il nous avait fait le coup de la ristourne à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, ils nous font le coup du plafonnement à 1,99, sachant que les prix ne sont pas à 1,99 le litre sur les stations. J'étais hier dans ma circonscription et je regardais justement les prix à la pompe. Ils étaient plutôt autour d'un 70, 1,80. Quand on parle de Total, il faut remettre les éléments dans leur contexte. C'est une entreprise qui a fait 20 milliards de bénéfices en 2022, 15 en 2021, qui a accumulé des sommes astronomiques. Et c'est une opération de communication qui vise à évacuer plusieurs questions. Celle de la taxation des super-profits que nous avons mis sur la table pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon et depuis notre arrivée à l'Assemblée nationale, et celle du blocage des prix. Parce qu'on est quand même sur un prix aujourd'hui plafond à 1,99. Nous, on demandait le blocage des prix à l'époque à 1,60 €. À 1,60 €. Donc aujourd'hui, c'est indécent quand on a une entreprise qui a accumulé autant d'argent sans ne créer aucune valeur. Total a spéculé. Ils n'ont pas créé un vaccin, ils n'ont pas créé un médicament. Ils ont simplement profité de la situation. Et je me rappelle des mots du président de la République qui avait dit il faut taxer les profiteurs de crise et ça suffit d'avoir des profits indécents. Donc c'est une opération de communication de Total qui en plus aura un effet d'aubaine parce qu'on sait que les gens vont aller vers les stations Total pour récupérer le carburant. Donc ça va amener de plus en plus d'usagers sur ces stations. Donc je crois que Patrick Pouyanné aurait mieux fait de garder le silence que d'avoir ces mots-là qui sont quelque part un mépris à destination de celles et ceux qui tous les jours prennent leur véhicule, qui déjà n'arrivent pas à vivre et qui voient le prix de l'essence exploser et on leur dit on va le plafonner à 1,99 alors qu'il est à 1,80, 1,85 aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un désaveu aussi vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Il avait demandé un geste en direction de Total Énergie, justement, 1,99 €. Le compte n'y est pas forcément. Écoutez, c'est aussi une réponse à ce que fait Emmanuel Macron depuis des mois, que ce soit sur la taxation des super-profits, sur le versement des dividendes, sur aujourd'hui le plafonnement de l'essence. Le pouvoir politique, incarné par Emmanuel Macron, se contente de demander des gestes.
Et effectivement, il faut une réponse politique et on ne peut pas attendre de ces gens-là que de bonne foi, ils disent mais nous on va plafonner, on va arrêter d'engager des profits. C'est pour ça que nous on avait demandé le blocage des prix qui était une réponse politique. La taxation des super-profits est une réponse politique. On ne peut pas attendre que ces gens-là prennent eux-mêmes leurs responsabilités parce qu'ils ne les prennent pas. Et pourtant, alors pas forcément sur Total Energy, là je pense à Stellantis qui de son côté aussi a dévoilé des bénéfices records et qui dit 2 milliards d'euros reversés à ses salariés. Ça veut dire que quand même, il y a des groupes qui montrent l'exemple là-dessus. Écoutez, Stellantis, c'est loin de montrer l'exemple. Vous avez dit des bénéfices records ont été révélés avant-hier, je crois. Je rappelle quand même qu'au mois de décembre de l'année dernière, les salariés du groupe étaient en grève pendant plusieurs semaines pour demander une augmentation de salaire de 8%. Ça avait été refusé par la direction du groupe. Et aujourd'hui, là aussi, effectivement, ils annoncent un versement de primes, ce qui est différent. Les salariés demandent des augmentations de salaire, qui participent d'ailleurs au financement des retraites. Et aujourd'hui, on est sur une bataille. Il y a des entreprises qui veulent verser des primes qui sont à la discrétion de l'entreprise et qui sont au regard de la situation économique. Nous, on demande, et les salariés demandent des augmentations de salaire qui sont des augmentations pérennes et qui permettent aussi de financer les systèmes des retraites, qui est quand même un sujet majeur dans le pays. Ça vous a pas échappé. Vous avez parlé des primes, le partage de la valeur. Justement, Thomas Porte, les syndicats, le patronat qui ont trouvé un accord pour faciliter l'intéressement, la participation, les primes dans les PME. Elisabeth Borne a promis de transcrire justement cet accord dans la loi. Ça veut dire que là-dessus, vous n'êtes pas d'accord non plus ? Écoutez, c'est pas l'ensemble des organisations syndicales qui ont signé cet accord sur le partage. Non, nous on est opposés à ce mode-là de rémunération du travail. On considère que la principale et la seule rémunération du travail doit être celle du salaire, parce qu'elle est gravée dans le marbre. Et je le redis, elle participe aussi au financement de la sécurité sociale, au financement de la retraite. Et c'est important. C'est le fondement de notre société d'avoir un salaire avec des cotisations sociales. Et aujourd'hui, on est en train de le détruire. Et Emmanuel Macron a pratiqué des exonérations à foison. Et on vient aujourd'hui nous expliquer que soi-disant les caisses seraient vides. Donc toutes ces politiques qui sont mises en place depuis des années, elles poursuivent des objectifs qui détruisent notre modèle social. Donc nous on demande des augmentations de salaire. C'est pour ça que nous avions proposé l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, justement, toujours, est-ce que vous y voyez clair aujourd'hui sur la question du panier anti-inflation Parce qu'on a d'un côté Bruno Le Maire qui semblait hier prendre du recul par rapport à ce dispositif. Olivier Grégoire, en charge des PME, qui affirmait au contraire que la mesure était toujours en réflexion. Vous y voyez clair là-dedans ? Je crois que personne n'y voit très clair. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a vu encore une fois les chiffres de l'inflation il y a quelques jours. On annonce une nouvelle hausse de l'inflation, alors que le gouvernement avait communiqué en disant c'est fini, ça va s'arrêter, on stabilise. Mais je crois que là aussi, le gouvernement se contente de mesurettes, de petits chèques, de coups de pouce à droite et à gauche qui ne sont pas suffisants. Et tant qu'il n'y aura pas de mesures structurelles, et là aussi, pardonnez-moi d'y revenir, mais la question du blocage des prix, notamment sur les produits de première nécessité qui impactent durablement les Français, était une mesure politique attendue, de bon sens, qui permettait aux gens de continuer à vivre. On est quand même dans un pays qui est un des les plus riches du monde, où des gens sont aujourd'hui en train de choisir entre payer leur loyer et remplir leur frigo, et qui ne se déplacent même plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre du carburant dans leur voiture. Donc il faut prendre des mesures très fortes, et le gouvernement n'en prend pas. Et le panier inflation, là aussi, c'est une bonne idée pour vous, le panier anti-inflation ? Non, c'est pas une bonne idée. Et je le redis, nous on demande le blocage des prix, qui est une mesure de bon sens, qui est une mesure qui permet de mettre un coup d'arrêt aux logiques d'inflation. Totalement administrée, c'est ça en fait ce que vous proposez du côté des LFI. Mais écoutez, le blocage des prix a été fait par le gouvernement d'Emmanuel Macron pendant la crise Covid sur le gel hydroalcoolique et sur les masques. Donc c'est pas une mesure soviétique, si vous voulez, pour reprendre cette expression. C'est une mesure qui permet, sur un temps donné, de dire que par rapport à l'inflation et l'explosion des prix, le gouvernement prend une mesure politique pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il a fait le choix de ne pas le faire. Alors le bon point, semble-t-il, pour le gouvernement, et Gabriel Attal s'en félicite, c'est le recouvrement de la fraude fiscale qui a battu un record en 2022, 14,6 milliards d'euros. Le gouvernement a-t-il raison de s'en féliciter, Thomas Porte ? Écoutez, j'ai vu les propos de Gabriel Attal hier dans Le Parisien, qui effectivement dit « Notre gouvernement est en avance et en pointe dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ». 14 milliards d'euros, c'est une goutte d'eau dans un océan d'évasion fiscale dans ce pays. Ma collègue députée Charlotte Leduc a rendu un rapport sur l'évasion fiscale il y a quelques semaines, où les syndicats disent que c'est entre 80 et 100 milliards d'euros par an qui échappent aux caisses de l'État. Et pour donner un peu le contre-pied à ce que dit Gabriel Attal, en quasiment 20 ans, le nombre de salariés à la Direction générale des finances a baissé de 50 000. Donc c'est-à-dire qu'on perd des agents qui vont contrôler, qui sont chargés de suivre l'argent qui échappe à l'impôt.
Et il y a aussi. Ça veut dire qu'il y a une forme de volonté finalement de laisser faire ? Bien sûr qu'il y a une forme en tout cas, il y a une forme d'inaction du gouvernement. Et je vais vous donner un autre élément. Du coup, Je vais vous donner un autre élément qui donne à voir ce que fait ce gouvernement. Il y a une procédure qui est permise, qui s'appelle une procédure à l'amiable. C'est-à-dire quand le gouvernement attrape une entreprise qui a fraudé, il lui propose un règlement à l'amiable pour éviter un procès et une mauvaise publicité. En 2021, il y a eu 306 cas de règlement à l'amiable, c'est 3 fois plus que les années précédentes. Et le gouvernement, sur ces 306 cas, avait réclamé à l'origine 1,5 milliard d'euros qui n'avaient pas été payés. Finalement, à la fin de l'accord, l'État s'est assis sur 1,1 milliard et a fait 73% de réduction à des entreprises qui avaient fraudé. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'on se félicite de mener la lutte contre l'évasion fiscale, alors qu'il y en a 100 milliards chaque année qui échappent aux caisses de l'État, et qu'on réduit les postes des agents qui sont chargés de contrôler l'argent public qui échappe aujourd'hui au budget de l'État. Gabriel Attal, qui vous cible d'ailleurs dans cette interview accordée aux Parisiens, ça ne vous a pas échappé sur la fraude sociale également, que vous oubliez ? On n'oublie pas la fraude sociale, mais là aussi, j'entends le poids des mots de Gabriel Attal, mais sur la question des aides sociales, il y a un papier très intéressant dans le journal de La Croix il y a quelques jours qui justement, lui, dit que plutôt que de parler de cette fraude qui est minime comparée à l'évasion fiscale organisée par des multinationales, on a 34% des bénéficiaires du RSA qui ne le demandent pas. C'est 3 milliards d'euros par an. On a 50% des seniors qui sont au minimum vieillesse qui ne le réclament pas. On a un chômeur sur 2 dans ce pays qui n'utilise pas, qui ne fait pas recours à ses droits. Donc plutôt qu'une fois de plus de montrer celles et ceux qui sont en difficulté, créons les conditions pour que tous ces gens-là qui ont droit à des aides parce qu'elles sont en difficulté puissent en bénéficier. Et encore une fois, c'est un écran de fumée pour cacher le fait que l'État ne s'attaque pas à celles et ceux qui ne payent pas d'impôts. Vous parliez de Total tout à l'heure. Depuis 2007, Total a payé simplement 7 fois l'impôt sur les sociétés dans notre pays, et Total a 19 filiales dans les paradis fiscaux. C'est à ça qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. La réforme des retraites, Thomas Porte, avec cette date donc du 7 mars, l'intersyndicale qui veut une grosse mobilisation justement pour cette date. Vous appelez également justement à une forte mobilisation le 7 mars ? Écoutez, on appelle au blocage intégral du pays, et on reprend les mots de l'intersyndicale et des organisations de jeunesse. Je crois que, écoutez, dans un pays, quand vous avez 93% des actifs qui se disent opposés à la réforme, 8 Français sur 10 qui n'en veulent pas. Hier, un sondage dans le JDD qui dit que 65-66% des Français sont favorables au blocage. Il n'y a pas de majorité populaire dans ce pays pour un projet de réforme qui est impopulaire, qui est injuste, qui est injustifié. Et d'ailleurs, les débats que nous avons menés à l'Assemblée nationale ont permis de démasquer un certain nombre de mensonges. Vous avez les 1200 euros, on était à 2 millions, on est passé à 40 000 et puis à 14 000 sur les carrières longues. Donc il faut mener cette bataille-là. Et oui, la date du 7 mars, elle est très importante. Il faut bloquer le pays. Il n'y a qu'une solution pour ce président. Reconductible ? Évidemment. Après, ce sont les organisations syndicales qui décident, mais je note que de très grosses fédérations ont appelé à la grève reconductible. J'étais moi-même hier et avant-hier dans ma circonscription, et les gens sont déterminés, prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme qui ne passe pas. Et la colère, elle est là, et ce gouvernement est irresponsable. Il faut qu'il revienne à la raison et qu'il retire ce texte. Les relations se sont améliorées entre la France Insoumise et les syndicats ? Écoutez, les relations, elles ont toujours été en bons termes. Je vois le jeu qui est fait. Il y avait effectivement, il y avait une différence de stratégie sur la bataille parlementaire, et elle est assumée. Vous attendiez que vous retiriez vos amendements pour passer au vote de l'article 7. Vous avez refusé. Nous, on avait une autre stratégie parlementaire, et au final, on est quand même rassemblés sur l'objectif commun qui est le retrait de la réforme. Je note que les sénateurs des autres groupes de la NUPES qui vont entamer le débat au Sénat, ont dit eux-mêmes qu'ils allaient prendre le temps de discuter du texte pour lever tous les mensonges de ce gouvernement. Ils ont dit même qu'ils étaient favorables à ne pas aller à l'article 7 avant la mobilisation du 7 mars. Je crois que l'ensemble de ce texte, il est important. Et surtout, nous n'avons pas à subir le temps parlementaire imposé par le gouvernement. Je rappelle que le 47.1 et les 15 jours de débat, 20 jours contraints à l'Assemblée, c'est le gouvernement qui les a imposés pour un texte qui va donner 2 ans de plus à chaque Français. Quelques mois de débat auraient été nécessaires. Je ne sais pas si vous avez lu le Figaro ce matin, ce titre notamment, comment Mélenchon s'est mis toute la gauche à dos, gros dossier à lire dans le Figaro ce matin. Figaro qui indique que les tentatives de l'insoumis, Jean-Luc Mélenchon, pour prendre la tête de la contestation, agacent les syndicats et vos partenaires de la NUPES. On a entendu Fabien Roussel, on a entendu Sandrine Rousseau sur ces questions-là, on a entendu aussi les désaccords, les tensions, notamment avec du côté de la CGT, avec la CFDT, avec les syndicats. Vous isolez finalement ? Écoutez, je crois pas. Vous avez la volonté de récupérer cette mobilisation ? Écoutez, il n'y a aucune volonté de récupérer cette mobilisation. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise
a été très clair sur ce sujet. Nous avons dit que nous participerions et nous apportions notre soutien à toutes les mobilisations sociales qu'il y a dans le pays. Vous savez, nous on n'est pas là, et je le redis pour polémiquer, on travaille avec les syndicats, on travaille avec tous les partenaires de la NUPES à l'Assemblée nationale et au Sénat. On a d'ailleurs lancé différentes initiatives. On est au soutien des mobilisations sociales. Donc vous ne vous sentez pas isolé, en tout cas au sein de la NUPES? Non, on n'est pas isolé. D'ailleurs, il y a des initiatives communes. On tient des meetings communs dans toute la France contre la réforme des retraites, y compris avec des responsables syndicaux. Et vous savez, pour avoir fait toutes les manifestations et être sur beaucoup de piquets de grève, il y a beaucoup de syndicalistes, de très nombreux, qui saluent notre travail à l'Assemblée et qui se félicitent qu'on ait empêché le vote de la retraite à 64 ans. Un mot sur votre tweet où vous voyez poser le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Vous avez été exclu 15 jours de l'Assemblée. Vous avez dit assumer cette photo. Vous l'assumez toujours? Si c'était à refaire, vous n'hésiteriez pas? Je l'assume toujours et je le referai si c'était à refaire. J'ai expliqué que c'était pas un appel à la violence, évidemment, et que dans ce pays, il y a une tradition de carnaval, de droit à la caricature qui tourne en ridicule les puissants, qui est une arme politique au service de la contestation. Donc oui, maintenant, la sanction qui a été prononcée à mon égard est absolument ridicule, surtout qu'elle est mise en comparaison avec celle d'un député du Rassemblement national qui avait tenu des propos racistes. Écoutez, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Personne n'est dupe de l'instrumentalisation qui a été faite par la majorité et par Aurore Berger sur ma sanction. Donc moi, je suis tout à fait tranquille avec ça et je suis aujourd'hui mobilisé contre ce projet de réforme des retraites comme je l'ai été dans l'hémicycle. Une dernière question, rapidement. Thomas Porte, on l'a appris hier par nos confrères de Libération, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, visé par une enquête du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt. À l'époque, il était président du département de l'Eure. Sébastien Lecornu aurait pris part, le conditionnel, à des délibérations concernant la société d'autoroute Paris-Normandie, une société dont il était par ailleurs administrateur. Si jamais le PNF le met en examen, Sébastien Lecornu peut-il rester ministre ? Écoutez, ça c'est à Emmanuel Macron de décider, mais je crois que surtout c'est une spécialité aujourd'hui de la Macronie d'être au cœur des affaires. On a eu pendant la réforme des retraites les révélations sur Olivier Dussopt qui est sur un marché avec l'Assor. Un papier de Mediapart sorti il y a quelques mois documentait toutes les affaires qui entouraient les ministres et les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il y avait une quarantaine d'affaires. Pour un président qui en 2017 parlait de République exemplaire, il est de plus en plus mal placé pour en parler, notamment au regard de ce qui arrive aussi à son plus proche conseiller Alexis Kohler, qui lui aussi a quelques démêlés avec la justice. Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Merci. 8h33 sur Sud Radio, on revient dans un instant, restez bien avec nous avec les débats 0826 300 300, vous nous appelez pour prendre la parole et puis Jean-Marie Bordry pour la revue de presse et hashtag on en parle. À tout de suite sur Sud Radio.